Bonsoir à tous. Pour ce talk, on va vous parler un peu Azure, un peu MLOps. On va parler de la mission qu'on a faite du coup conjointement Adam et moi pendant les 4 derniers mois. Donc avec Adam, nous sommes de Quantmetry, donc Adam il est Machine Learning Engineer, moi Data Scientist. On a travaillé avec un client du coup en banque. L'objectif, donc on avait vraiment une partie purement modélisation, donc c'est ça que j'étais là, et Adam côté vraiment purement tech pour pouvoir déployer le modèle et qui tourne en production. Dans la présentation, on va avoir une première partie où vraiment très simple au début pour vous expliquer un peu le contexte, la problématique métier, et on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la partie technique du coup sur Azure. La problématique métier, du coup notre client est un client bancaire, les banques fournissent des crédits. Donc le modèle, très classique, c'était un modèle de solvabilité de crédit, savoir si quand on fournit un crédit à un client, est-ce qu'il va le rembourser ou non. Le client fait une demande de crédit, le modèle va renvoyer une probabilité, et après on va choisir oui, non, on offre le crédit. Donc on a une prédiction binaire, très simple. Notre algorithme a une prédiction binaire. Donc la problématique était relativement classique, simple on va dire. Par contre, ça s'est révélé quand même un défi technique assez compliqué à relever. Première partie, c'est sur la modélisation, parce qu'ils étaient assez exigeants, les équipes métiers avec qui on travaillait étaient assez exigeants, donc on avait beaucoup de phases de modélisation. Donc il fallait assurer sur cette partie-là, tout en même temps, côté vraiment technique, avoir un niveau de service assez élevé, parce que du coup le modèle devait être déployé via API et avoir un temps de réponse assez faible. Ils étaient assez exigeants là-dessus. Et le deuxième, surtout, c'est parce qu'il y avait une infrastructure ML complètement inexistante, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des projets sur Azure, par contre ils n'avaient jamais déployé de modèle, rien du tout. D'où cette problématique-ci. On avait ce défi technique, on a essayé on l'a relevé, on va pas dire essayer, on l'a relevé, et je vais passer la main à Adam. Alors, du coup on arrive, comme l'a dit Philippe, sur une infra full Azure, full service managé, complètement assumé notre client. Du coup, c'est notre premier constat de raison. Ça ne dérange pas de rester complètement maquillé à Azure, donc ça on va l'utiliser après. Et on a des clusters AKS qui sont utilisés pour déployer l'application cliente, qui en fait, elle doit interroger nos modèles qu'on va produire. Donc, dans nos objectifs, c'est de produire ces modèles interrogés-là, et également d'introduire une méthodologie MLOps, parce que pour l'instant ils ont des modèles qui existent, mais 0 MLOps, c'est du code Java. Du coup, on les a naturellement orientés vers Azure ML, qui fournit beaucoup de fonctionnalités autour du MLOps et qui notamment gère très bien les déploiements sur AKS. Quelques mots sur Azure ML pour ceux qui ne connaissent pas. On a utilisé des fonctionnalités notamment d'enregistrement de nos données, donc des choses notamment qui tournent autour de l'enregistrement de nos données sources, si elles changent, sur chaque fois qu'on produit de nouveaux datasets d'entraînement, pour éventuellement voir des data briefs. On a également utilisé des fonctionnalités autour du compute, donc c'est assez pratique. On a des VM qui ont automatiquement accès à tous les services d'un workspace Azure ML. Donc du compute, auquel on peut accéder via notebook de manière assez classique ou directement SSH. On a également de quoi traquer toutes les expérimentations qu'on fait tourner. Il y a l'intégration de MLflow qui est fournie par Azure déjà. Pour la partie validation et déploiement, on a beaucoup utilisé les pipelines Azure ML pour automatiser notre workflow d'entraînement et de validation des modèles. Et je le disais précédemment, pour le déploiement, il y a la fonctionnalité d'attachment à un cluster qui permet d'avoir de bien manager ses endpoints et d'avoir du tracking et du monitoring ainsi que de la data collection sur toutes les prédictions qu'on réalise.
Donc du coup, on a choisi d'utiliser les différents services d'Azure ML, notamment pour tout ce qui est orchestration des pipelines de modélisation. On a créé justement certains pipelines de modélisation, donc pour tout ce qui était orchestration, lancement de pipelines automatiques, de réentraînement, de validation de métriques métiers, de calibration, des choses comme ça. Ça fonctionne très très bien, et donc on a utilisé les services d'Azure ML pour ça. Par contre, on avait une petite problématique, vu qu'on commençait vraiment from scratch, donc il fallait faire la modélisation et préparer un peu toute cette stack technique pour que ça tourne bien et pour que la partie MLOps fonctionne bien. Du coup, on a fait le choix de ne pas uniquement utiliser Azure ML, notamment donc les pipelines d'Azure ML ont une petite contrainte, les nœuds des pipelines d'Azure ML ont une petite contrainte, c'est que ça prend l'input à un script Python. Et nous, comme justement côté modélisation c'était assez complexe, on avait quand même pas mal de nœuds. Se retrouver avec 50 nœuds, 50 scripts, enfin, ça aurait été vraiment l'enfer, surtout pour être assez efficace, et également dans la partie modélisation, pour pouvoir itérer assez rapidement. C'est pour ça qu'on a utilisé un template de code qui s'appelle Kedro. Donc Kedro, c'est un template de code, donc c'est vraiment un template, c'est comment les fichiers sont organisés dans un code projet. Juste ça, il n'y a pas d'orchestration, justement l'orchestration est gérée par Azure ML. Et donc Kedro, très rapidement, en gros, tout le code est orienté pipeline, nœud, ça fonctionne très bien. On a des inputs, on a une fonction Python qui va transformer ces inputs en des outputs, etc., etc. Et donc du coup, tout notre code projet, déjà sans parler d'orchestration, tout notre projet pouvait tourner, enfin moi de mon côté je pouvais avancer sur cette partie de modélisation, de préparation de données, de feature engineering et de modélisation, directement sur une VM, un peu dans le coin, jusqu'à après l'intégrer dans Azure ML. Comment on a fait pour intégrer ça? À gauche, on a un screenshot justement d'un pipeline d'entraînement côté Azure ML. On voit qu'on a un premier nœud. Donc juste pour l'output, on avait deux modèles, donc là c'était spécifique à la modélisation de la problématique client. On a un premier nœud de data processing vraiment très général sur tout leur set de clients. Et après on avait une séparation, les deux séparations, donc on a deux fois deux nœuds. Ces deux fois deux nœuds se tournent en parallèle. Et ce qui se passe, c'est que derrière, comme je vous ai dit, un nœud d'un pipeline d'Azure ML prend en entrée un script Python. Et donc du coup, il fallait se débrouiller, nous, de notre côté, justement, d'utiliser les pipelines Kedro. Parce que, encore une fois, Kedro, c'est un template de code. Après, on en fait ce qu'on veut, mais c'est uniquement comment se structurer les fichiers dans notre projet, dans notre repo projet. Et donc, pour faire le zoom sur un nœud, ici, donc Kedro fournit de base une visualisation comme ça, une fois qu'on a codé tous nos nœuds, tous nos inputs, nos outputs, on peut les afficher dans une visualisation. Donc ici, j'ai affiché uniquement le pipeline du coup, qui correspond au nœud d'Azure ML. C'est-à-dire que moi, sur ma VM, si je veux exécuter exactement ce nœud-ci, je vais exécuter toute cette partie-là. Et donc avoir ça, justement, ça nous permet, autant de la partie modélisation, de rajouter des nœuds un peu à la volée dans un pipeline en particulier, enfin, au nœud Azure ML en particulier, d'avoir toujours on va dire la structure globale du pipeline qui va pas modifier, qui va pas être tant modifié que ça. Mais par contre, si on veut rajouter des fonctions un peu unitaires, des petites fonctions par-ci par-là, côté Kedro, enfin sur le code projet, on peut le faire directement. Et donc du coup, moi de mon côté, je pouvais avancer tranquillement sur mes nœuds et mes pipelines Kedro, et on avait l'orchestration après qui était faite côté Azure. Et un peu plus techniquement. Philippe a super bien résumé. En gros, on s'est mis d'accord sur une structure globale de grosses étapes d'entraînement de nos modèles, donc sur le pipeline Azure ML qu'on a montré précédemment. Ce qui nous a permis d'avoir des pipelines Azure ML simples. C'est un peu exagéré, mais ça peut ressembler juste à ça, donc en 30 lignes. Globalement, ce qui se passe, c'est que normalement, si on avait vraiment tous les nœuds Kedro dans les pipelines Azure ML, donc qui correspondent à one-to-one, on aurait eu 50
150 scripts à gérer avec tous leurs inputs et leurs outputs seraient produits un code. Vous imaginez ça x 50 et pareil ici, enfin, ça aurait été complètement gérable. Là, ce que ça nous permet de faire avec une fonctionnalité de Kedro qui le fait pour le faire tourner en tant que script, qui est l'argument que prend les Python script stack ici, c'est de tout simplement préciser tout le temps le même script et juste de changer les arguments avec lesquels on appelle, donc simplement préciser le nom du pipeline Kedro qu'on veut appeler. Très simple de préparation de données et d'entraînement. Tout ce qui est input-output, on ne les utilise pas. Cette fonctionnalité du URML parce que du coup on utilise le catalogue de Kedro qui est une de ces fonctionnalités qui dit où sont les données, comment les récupérer, comment y accéder, etc. Et du coup, ce que ça nous oblige à faire, c'est un des inconvénients de ce mariage qu'on a réalisé entre Kedro et Azure ML, c'est que normalement le DAG et Steph se retrouvent automatiquement avec c'est ce nœud à cet input et output, donc il doit forcément être entre ce nœud-là et entre ces deux nœuds-là. Ça, on doit le recréer à la main, donc c'est pas très compliqué, on a des pipelines avec 5 nœuds. Mais donc c'est un des éléments à prendre en compte sur le choix ou pas d'utiliser Kedro avec URML. Alors, avant d'arriver à ça, on s'est beaucoup battu avec Philippe. On était en remote, mais ça a peu ressemblé à ça en physique. Parce que moi je voyais que les inconvénients, en fait, qu'on n'utilisait pas bien Azure ML. Mais au final, je pense qu'on a bien fait de passer par ça. C'était pas évident, donc j'ai déjà parlé des inconvénients, c'est que l'intégration non naturelle et non guidée de Kedro, il y a des guidelines pour déployer sur Kubeflow, sur d'autres plateformes, il n'y en a pas pour déployer sur Azure ML. Mais c'est largement compensé par les avantages. Le client était très très demandeur sur la partie modélisation et Philippe en a fait. Et donc du coup, ouais, pour les avantages, donc je l'avais dit, c'est surtout l'itération rapide entre modélisation, s'occuper de la modélisation. Donc moi j'étais sur mon Kedro, j'avais mes nœuds, mes pipelines. On avait défini avec Kedro, avec Adam, les pipelines principaux d'Azure ML. Et donc du coup, moi de mon côté, je pouvais à l'intérieur d'un nœud Azure ML rajouter quelques nœuds par-ci par-là. Et en fait, au niveau de l'orchestration après des pipelines, ça changeait absolument rien. On a aussi, du coup, il en avait parlé, par exemple, les pipelines d'Azure ML illisibles, avec plein de... autant sur la visibilité du pipeline que sur l'utilisation de 15 000 scripts. Du coup, ça, c'était plutôt pas mal, et surtout que le client n'était pas trop... enfin, sur le sujet, n'était pas du tout expert. Et justement, on a rendu les pipelines assez simples, qui puissent eux aussi, de leur côté, une fois que les pipelines sont publish, de pouvoir les lancer à la volée directement. Et qui comprennent grosso modo ce que ça fait, plutôt que d'avoir 50 000. Au niveau de la flexibilité et du temps qu'il faut pour justement déployer, écrire sous forme de code des nœuds, donc c'est beaucoup plus simple de le faire sous forme de code, ça va plus vite. Et forcément, alors c'était pas forcément un avantage pour notre client parce qu'on sait qu'il serait resté sur Azure, mais comme c'est un template de code, on n'est pas contraint d'un environnement particulier. Si demain ils vont sur GCP, on reprend le code projet, on va sur GCP et il faudra juste recoder cette partie de pipeline orchestrée. Et alors maintenant, grâce à Philippe et à nos super pipelines, on a des modèles qui sont entraînés et très importants enregistrés sur notre workspace Azure ML. Comment on les déploie? Alors c'est assez simple, il suffit de préparer un script de scoring, donc un fichier Python qui dit à notre web service comment il va gérer la data, puis on va lui envoyer, l'application client va lui envoyer via API. Et ensuite, il suffit de choisir l'environnement d'inférence. Petit schéma pour représenter ce qui se passe sur Azure. Donc l'environnement d'inférence qui nous intéresse, c'est un cluster AKS. Ce qui se passe, c'est que du coup, ce qu'on appelle un attachment, c'est-à-dire qu'en gros le workspace va se maquer avec un cluster AKS. Pour ça, en fait, ce qu'il va déployer, il va déployer un front-end Azure ML qui va en fait lui derrière, si vous voulez, gérer un peu tout ce qui est load balancing, redirection des queries entre les différents modèles, parce qu'on, comme on l'a dit, on en déploie plusieurs.
Également, en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que vraiment on fait que préparer le scoring. Tout ce qui est création de l'image autour du modèle, avec la sécurité, potentiellement du scaling, la data collection, le monitoring, etc. J'ai pas fait une ligne de code là-dessus. J'exagère un peu, il y a quand même 2-3 choses à faire, mais globalement c'est principalement de la configuration et de la personnalisation du monitoring ou de ce genre de choses. Et ça c'est hyper... on avait tellement de choses à faire côté infra et côté MLOps que c'était vraiment bienvenu d'avoir ça qui fonctionne. Et puis même aussi, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais on peut aussi avoir de la sécurité sur la manière dont on répétait nos modèles. Alors on a eu quelques problèmes, je dis ça, mais en fait ça nous a mis ça pris au moins un mois à réussir à faire tourner ça. C'est que ce sera la simple version du client du Kubernetes n'était pas à jour, mais surtout milieu bancaire, tout est vraiment ceinture bretelle. Toutes les connexions réseau étaient bloquées sur l'AKS du client, ce qui fait qu'on a mis un peu de temps à comprendre pourquoi notre attachment ne se faisait pas. Et donc sachez-le, ils ont besoin de communiquer avec l'extérieur. Ce n'est pas forcément le cas, donc on a dû toucher la network policy qui était déployée par le client sur son default namespace. Et un problème un peu tordu à débugger, sachant que je n'étais pas non plus expert Kubernetes à la base sur la mission. On a beaucoup parlé d'Azure ML et de ce qui se passait sur ML et sur le déploiement. On orchestre tout ça, la CSI alors c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. On voit la CSI tout le cycle MLOps de notre projet. Donc on part d'un merge sur l'une de nos branches principales qui va déclencher un premier pipeline de build. Il y a 3 pipelines sur ce chemin. Donc d'abord, le pipeline de build qui va lui simplement publier et exécuter la nouvelle version de pipeline qu'on viendrait donc s'il y a un changement dans le Kedro ou même dans le cas d'Azure ML. Le pipeline s'exécute, on a l'entraînement, l'évaluation, tout ça, toutes ces étapes-là du modèle. Et à la fin, on sort avec un modèle enregistré dans notre workspace. Et à la fin, on a la publication de l'artefact qui va être réutilisé après. Et en fait, pour le moment, il sert juste. L'artefact, il contient notamment la configuration de notre modèle pour l'inférence, la configuration du déploiement et le script d'inférence. Une fois que, alors c'est pour l'instant assez manuel, il n'y a pas tout ce qui est, on n'est pas au MLOps niveau ultime. Il faut aller sur Workspace, vérifier qu'on est connecté du modèle, que les graphes ressemblent bien à ce qu'on veut, etc. Et une fois que toutes ces vérifications sont faites, il n'y a plus qu'à renseigner complètement la version du modèle qui nous intéresse, qu'on veut déployer, déclencher le release pipeline, et ensuite, c'est comme on l'a dit précédemment, ça se déploie sur AKS, et on a le monitoring et la data collection qui suivent. Toutes ces briques sont, ça a l'air simple, ça a l'air beau comme ça, mais ça a été une tannée à monter, à connecter ensemble. Par exemple, le problème avec les briques jaunes notamment, en fait tout est sécurisé dans la structure bretelle chez notre client. Du coup, il a fallu autoriser les agents à se connecter au storage account de notre workspace, etc. Un problème qui a mis un peu de temps à débugger, etc. et à avoir les droits corrects. Donc il y a pas mal de choses autour de l'articulation de toutes ces briques qui est clairement, je pense, à améliorer côté Azure et même, car même avec leur documentation et même quand on a demandé au support, on fait pas mal de requêtes au support, même eux ont du mal à suivre parce que c'est quand même pas encore très utilisé sur des edge cases avec de la sécurité comme on a. Des petits feedbacks pour la fin. Donc c'était pour nous le premier projet qu'on a fait en duo. Donc MLE DS. Donc ça c'était plutôt sympa. Et puis même on a bien réussi justement grâce à Kidro. On a bien réussi à bien avancer un peu sur les deux streams, donc la partie vraiment infra, orchestration de pipeline et la partie modélisation avec les pipelines de Kedro.
avoir du temps pour la mise en place technique en début de projet, extrêmement important, parce que même si on dit que tout s'est bien passé sur les 2 streams, avoir vraiment un temps dédié, consacré à uniquement de la préparation technique pour avoir une fondation extrêmement solide, c'est vraiment super important. La pédagogie, donc expliquer les réalités de terrain, là c'est pour la partie MLOps, parce que eux ils avaient entendu parler une fois de MLOps et ils trouvaient ça génial, il fallait faire du MLOps. En fait ils ne savaient absolument pas ce que c'était du MLOps, donc il a fallu leur expliquer plein de fois, et même quand on leur expliquait, ils ne comprenaient pas pourquoi je passais que 5 ou 10% de mon temps sur la modélisation. La partie data science, là c'est vraiment ultra spécifique. En gros, vu que j'ai travaillé avec les datasets d'Azure ML, il y a quelques fonctionnalités qui n'étaient pas très optimales. Il n'y avait pas d'index, je sais pas, ils n'utilisaient pas d'index. La suppression des versions, c'est un peu une galère. On ne peut pas supprimer une version directement via l'interface où il y a du code. On est obligé de supprimer le dataset via le blob storage. Enfin, c'est un peu une galère, quoi. Par contre, pour supprimer toutes les versions d'un coup, ça c'est possible, c'est aucun problème. Et du coup, ce que je dis, les data types, c'est uniquement castable en 64 bits. Donc, du coup, si on réduit on veut avoir un data frame 2 fois plus petit, et ben c'est pas possible, parce que quand on va le sauvegarder sur le dataset, on va passer directement en 64 bits. Du coup, on a un peu de temps, bac supplémentaire. On n'a pas été payé par ni Azure ML ni par Cadro pour faire cette présentation. Je précise. La preuve, on montre les désavantages, surtout d'Azure ML, pas trop de Cadro. Très important sur la pédagogie. Le client est vraiment uniquement focus sur la partie modélisation jusqu'à demander des nouvelles features la veille du départ de Philippe. Faire comprendre que, alors ça c'est plus pour nos amis consultants, mais faire comprendre que en fait, je la fais pas, et qu'il y a énormément de choses à faire autour de la MLOps, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse mieux. Expliquer que le même sur push to production, c'est globalement ce qu'on nous a demandé à un moment, quand on avait un modèle qui a été entraîné sur un échantillon, donc ça c'est un peu what's next. Pour l'instant, on nous a fait un export de données sur lequel ça a été entraîné. On est en train de négocier une mise en place d'une descente des données automatique de la production vers un storage account sur lequel on pourrait s'alimenter pour faire nos entraînements, nos réentraînements, etc. Donc, faire vraiment du MLOps. Pour l'instant, ils peuvent faire tourner tous les pipelines qu'ils veulent, ce sera à peu près tout le temps la même chose, vu que c'est à peu près tout le temps les mêmes données. Enfin, c'est exactement tout le temps les mêmes données. Il n'y a pas encore d'infrastructure as-code, donc assez important pour notre client d'avoir ces ressources, ces workspaces qui se déploient de manière automatique s'il y a un problème, etc. Donc ça c'est en cours de préparation. Et donc on n'a pas encore de critères de rentraînement automatique. Là c'est les pipelines sont publiés, il faut les relancer à la main quand on va rentrer en gros. Sur la partie monitoring, donc on fait la data collection, mais on n'a pas, pour l'instant la data n'est pas utilisée, on n'est pas encore en prod. Donc on a, c'est pour voir ce que donne notre client, donc c'est fait sur un mois, on peut avoir les résultats assez rapidement du coup, donc il y a ça à faire. Et j'en parlais précédemment sur le mariage entre Cadro et Azure ML. On a fait ça comme on a pu en fait. On a brainstormé sur comment on pouvait faire fonctionner les deux, parce que malheureusement on avait choisi cette solution d'Azure ML, mais Cadro ne fournit absolument aucune documentation. On allait sur leur Discord, je donnais des guidelines générales d'intégration, mais clairement c'est à parfaire. Par exemple, s'il y en a qui connaissent Kubeflow, Cadro fournit un script qui transforme de manière très simple automatiquement en pipeline Cadro en pipeline Kubeflow de manière vraiment propre. Pareil sur Databricks, mais il n'y a pas encore ça sur Azure ML. Je ne sais pas si notre case va servir d'exemple pour d'autres personnes, mais clairement en tout cas il y a des progrès à faire de notre côté. Merci. Est-ce qu'il y a des questions rapidement? Ouais. Vous disiez que c'est super intéressant et vous dites que vous avez des challenges au niveau de la modélisation et que le client était très demandeur. Enfin, vous pouvez préciser quel type de demande, quel type de client? Parce qu'en fait, ils avaient un modèle à la base assez, on
À la base, ils avaient un modèle assez simple et en fait, ils ont porté ce projet justement pour avoir des. Enfin, ils étaient en mode faut avoir des perfs incroyables. C'est un peu le cas classique, on va dire. C'est d'avoir des perfs incroyables et en même temps, ils nous ont fait appel à nous, donc à Quantmetry, pour avoir cette notion de MLOps. Pour avoir cette notion de MLOps également. Et donc, du coup, même pendant tous les points, enfin, on a eu une petite partie de cadrage et pendant tout le projet vraiment de construction, en face de nous, en fait, on n'avait aucun réel référent technique qui nous challengeait justement sur cette partie MLOps pour que ça fonctionne bien chez eux. Par contre, j'étais extrêmement challengé sur le modèle, donc la performance du modèle, comment on va trouver de nouvelles variables, de nouvelles features, de nouvelles stratégies de modélisation pour augmenter les performances. Voilà. C'était juste qu'en face, on n'avait pas compris, c'est pour ça qu'on parlait aussi de pédagogie. De bien expliquer dès le début, ok, si vous voulez avoir du MLOps, si on veut faire du MLOps et en même temps avoir une modélisation quand même assez correcte, enfin la modélisation qu'on a faite, elle est quand même très correcte, ça demande aussi du temps aux data scientists pour eux. Moi j'étais full sur la partie modélisation, alors que c'est pas du tout le cas. Une autre question, je sais pas si. Moi j'ai une question sur le serving, parce que vous avez parlé d'un script justement, et déjà nombreuses. Déjà quand vous avez parlé de la... Je me disais, j'avais une question sur le serving, parce que vous avez parlé du coup d'un script, et vous avez aussi parlé du moment de latence, que je crois que j'ai plus 100 millisecondes, 100 millisecondes par requête, et du coup je me demandais déjà c'était quoi la nature du modèle, et comment justement vous pouviez vous assurer que vous alliez respecter justement des contraintes de passage à l'échelle et de latence, tout en ajoutant des features, ou en quelque sur le modèle. Parce que j'ai pas vraiment l'impression, en fait, que vous avez parlé de solutions de serving vraiment... Ouais, sur les temps de réponse, du coup on a utilisé un modèle qui en inférence est très simple, qui s'exécute très rapidement. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un Explainable Boosting Machine. Globalement, c'est un gamme un peu amélioré qui est utilisé dans la librairie InterpretML, un peu plus complexe. Donc il met du temps à s'entraîner, mais côté référence, ça fonctionne très bien. On n'avait pas de problème à ce niveau-là. Et on avait donc dans le script d'inférence une petite partie de feature engineering, mais pareil, on a fait quelques tests et ça passait bien. Je sais pas si tu veux. Ouais, en fait, la partie passage à l'échelle et vraiment test du fait qu'on respecte vraiment cette contrainte de temps de réponse, on n'a pas encore fait dans une manière industrielle. On a fait des premiers tests quand on avait notre environnement chez notre client, donc le premier environnement dev. On a montré à notre client que les requêtes, on a fait plusieurs tests de requêtes, qu'on répondait, je crois en 25 millisecondes, quelque chose comme ça, que le client avait vraiment peur que le feature engineering, parce qu'on voulait qu'on fasse limite le feature engineering avant, c'est-à-dire qu'on reçoive directement les features déjà prêtes, et donc il y a quelque chose qui se passe chez eux ou qu'il y a un feature store. De leur côté, c'est qu'on n'était clairement pas encore là dans la maturité du projet. Donc le but c'était vraiment de prouver que le feature engineering se faisait très rapidement, c'est un feature engineering assez simple. Mais effectivement, il est prévu, je veux dire What's Next, j'ai pris que 4 ans, il y en a encore d'autres. Il y a notamment ce testing du modèle à plus grande échelle, voir si on a le bon ordre de requêtes qui se passe, si ça scale bien, si les temps de réponse n'explosent pas, etc. C'est des choses qui sont prévues. Sur lequel je ne peux pas, peut-être on fera une partie 2 de stock, mais on n'a pas encore les résultats sur ça, et on est en train d'établir la stratégie pour le faire. Mais du coup, dans la solution de service, c'est quoi in fine? Parce qu'en fait, du coup, le script, en fait, comment vous passez le script à un serveur du coup En gros, la solution de serving, c'est vraiment, si je fais caricature, c'est une ligne de commande, AZML deploy ton modèle, et globalement, en fait, c'est Azure ML qui s'occupe totalement de la partie je prends ton modèle, je le package dans une image avec un conteneur, j'ajoute ton script de storing et en fait ça s'arrête là. Le serving en fait c'est qu'on va se retrouver avec un modèle, enfin une image d'un modèle qui est déployé sur AKS en fait. Et du coup si tu veux l'infra de serving c'est ton cluster AKS et il est directement requêté derrière le front-end que j'ai. Tu as ton image Docker de ton modèle plus script, etc. Qui est directement requêté derrière le front-end Azure ML. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, après j'arrête la dernière question. La question que je me posais, c'est typiquement du coup, cette solution, si je comprends bien, c'est une solution Azure du coup, qui fait son travail automatiquement.
et elle ne posait pas, par exemple, de contraintes. Vous pouviez utiliser à peu près toutes les librairies que vous Oui, vouliez, tout vous à fait. utiliser, il était à peu près capable de gérer un peu tout et n'importe quel Ouais, ouais. quoi. C'est assez libre, hein, vraiment. Nous, en plus, on était dans un cas plutôt simple pour le coup, où c'était, en gros, si tu n'es pas content avec ça, si tu as vraiment des besoins hyper spécifiques, tu peux même fournir ta propre image de cœur de base de ton modèle, avec quelque chose d'assez complexe. Et ensuite, il va repackager ton image en rajoutant ses couches à lui qui permettent de faire toute la partie que nous on aime bien, monitoring, data collection, etc. Et sécurité éventuellement, il va la rajouter par-dessus. Donc c'est vraiment assez pratique, il y a vraiment, tu peux faire des choses assez avancées. Après, voilà, il n'y a pas encore de doc ou d'exemples qui existent sur ces cas-là. Donc si tu as des problèmes, courage. Mais ouais, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et faire des choses, enfin, tu peux faire du deep learning comme ça si tu veux. On a quelqu'un qui nous a aidé sur le projet, qui faisait du deep learning sur UML, tu peux.